Bien bonjour, donc suite du cours sur les capteurs. Donc dans la vidéo précédente, nous avions en introduction présenté donc l'objectif essentiel d'un capteur avec des catégories de capteurs, donc des capteurs actifs, des capteurs passifs, des capteurs conditionnés ou non. Maintenant on va revenir au capteur déjà tout seul. On va essayer de voir quelles sont les caractéristiques d'un capteur, donc d'un point de vue électrique, d'un point de vue physique. Et puis dans une autre partie, donc on verra après le conditionnement, et puis un peu plus tard encore le principe de quelques capteurs. Alors le premier paramètre qu'on doit regarder en général pour un capteur, c'est sa sensibilité. C'est un peu l'équivalent, on va dire, pour un quadripôle de la fonction de transfert qui fait le rapport entre la grandeur de sortie sur la grandeur d'entrée. Ben là, ça porte le nom de sensibilité et on définit la sensibilité en un point M particulier, donc ici M0, d'un mesurand. Donc c'est une caractéristique qui pour l'instant est statique. Donc tout comme les caractéristiques, par exemple, courant-tension d'un dipôle, c'est une caractéristique qui est statique. Et la caractéristique courant-tension, c'est qu'on regarde I en fonction de V. Et quand le dipôle est résistif, eh bien le rapport V sur I, c'est ce qu'on appelle la résistance, ou ce serait l'équivalent de la sensibilité ici, si vous voulez. Donc, si j'ai un mesurant qui est X en entrée, la grandeur de sortie électrique qui est Y, la définition de la sensibilité, c'est que c'est la variation de Y par rapport à X autour du point X égale à M0. Alors, en pratique, quand on regarde les datasheets donc les documentations techniques des capteurs, eh bien, on a deux possibilités pour voir cette sensibilité. La première possibilité, c'est dans les tableaux donc de données. Regardez s'il y a une ligne qui s'appelle donc sensitivity. Ici, c'est le cas du capteur de pression qui est présenté en bas de ce transparent, où vous voyez que eh bien, il y a un delta V sur delta P qui vaut 0,2 mV par kilopascal. Alors la sensibilité ici, elle est soit constante, quel que soit le point du mesurant considéré, soit elle est donnée dans le tableau par rapport à un point particulier. Donc à ce moment-là, souvent en haut du tableau ou en bas du tableau, vous avez les conditions de test qui vous permettent d'obtenir ces chiffres. Deuxième manière de voir ou de mesurer la sensibilité, eh bien, c'est de regarder s'il n'y a pas un graphique qui vous donne la grandeur de sortie en fonction du mesurant. Donc ici, c'est aussi le cas. Donc vous voyez qu'ici, il y a la sortie en millivolts par rapport à la pression donc en kilopascal. Et donc ça veut dire que la sensibilité, c'est ni plus ni moins que la pente de la droite pardon, qui est tracée ici. Donc vous voyez qu'elles sont quasiment parallèles d'ailleurs, donc la valeur typique correspond en sensibilité à la même valeur que la valeur min et que la valeur max. Donc si on fait le calcul, ça doit correspondre aux 0,2 mV par kilopascal. Donc ça, cette sensibilité, c'est quand même le premier paramètre. Si vous prenez des photodiodes, c'est marqué tout en haut parce que c'est l'argument, on va dire, phare qui caractérise votre capteur. Et vous prenez en général un capteur pour avoir une grandeur de sortie qui a une certaine plage de variation par rapport à une grandeur d'entrée qui a une autre plage de variation. Donc il vous faut bien ce paramètre de sensibilité. Autre exemple, la photodiode BPW34 dont on a déjà parlé précédemment. Ici, vous avez le courant inverse en fonction de l'irradiance, donc en milliwatts par centimètre carré. Donc a priori ici c'est également une droite aussi dans le domaine linéaire puisque les deux échelles sont logarithmiques et que c'est une droite dedans. Donc là vous prenez la pente et puis vous aurez cette variation. Elle est également donnée puisque vous avez toutes les conditions d'étude pour un certain éclairement, donc une certaine irradiance en entrée, vous avez le photocourant, donc vous êtes capable indirectement de retrouver ce paramètre de sensibilité de la photodiode. Lié à cette sensibilité, on va être très regardant à la notion de linéarité du capteur. Alors la linéarité, on en a déjà un petit peu parlé pour des composants de type par exemple convertisseur analogique numérique. Ici on la retrouve dans le capteur parce que c'est vraiment quelque chose qui va vous simplifier en fait le conditionnement après ou non. Alors la linéarité, il y a plusieurs définitions possibles. Soit on regarde la grandeur de sortie en fonction du mesurant dans un graphique, et donc un capteur sera dit linéaire si sa courbe représentative est une droite, donc qui passe pas forcément par l'origine, mais au moins une droite. Et une autre définition plus mathématique, elle est reliée à la sensibilité. Donc la linéarité, ce serait la sensibilité, le fait d'avoir une sensibilité constante, donc quel que soit le mesurand. Donc on est en train de dire que la pente est la même partout, donc du coup c'est forcément une droite.
Donc l'intérêt d'avoir un capteur qui est linéaire, bah, c'est que vous n'avez pas de compensation à faire après, a posteriori, donc vous n'avez pas de distorsion introduite dans votre signal électrique. Si jamais par exemple ici vous doublez la température de ce capteur de température qui est présenté, eh bien a priori vous allez augmenter la sensibilité fois l'augmentation de votre mesurande, la grandeur de sortie. Donc tout se calcule facilement, c'est linéaire, ce ne sont que des lois de multiplication, éventuellement d'addition, donc on les retrouve assez bien. On a un moyen de voir si c'est linéaire ou pas. Alors bien sûr, on a le graphique. On a également souvent un paramètre qui caractérise la non-linéarité. On va en parler un peu plus tard. Et puis, des fois, il y a des équations qui sont données de la grandeur de sortie en fonction du mesurand. Donc typiquement, là, pour ce capteur de température AD 2200 qui est tout en bas du transparent, eh bien vous avez la tension de sortie en fonction de la température. Vous voyez que c'est une droite, et donc du coup ça veut dire que le capteur sera linéaire. Si justement le capteur n'est pas linéaire, eh bien donc ça veut dire que implicitement la sensibilité n'est pas constante, donc ça veut dire que vous pouvez toujours définir une sensibilité, mais il faut vraiment savoir à quelle mesurande la sensibilité est définie. Ça va introduire donc une distorsion du signal, et puis ça peut être corrigé ou non en fonction des cas. Donc vous pouvez faire une correction par tabulation, une correction par équation inverse. Vous pouvez également imaginer, dans certains cas, linéariser localement et puis du coup vous affranchir de cette non-linéarité. Il y a un critère particulier qui va quantifier cette non-linéarité, c'est par rapport sur une étendue de mesure, c'est la déviation maximale que l'on peut avoir, donc ramenée en pourcentage. Donc ça, c'est un paramètre que vous retrouvez dans les documentations techniques. Enfin, la non-linéarité ou la linéarité peut dépendre également de la grandeur d'influence, hein. Donc la grandeur d'influence peut donc changer ces courbes de linéarité ou de non-linéarité. Je vous ai mis ici comme exemple un exemple d'un capteur optique. Donc vous avez une LED et une photodiode, et ce capteur optique va vous donner directement une tension qui est fonction de la distance de l'obstacle. Vous voyez que c'est fortement non linéaire, et c'est même plus que non linéaire, c'est qu'elle n'est pas bijective cette courbe, donc ce qui pose encore plus des problèmes, parce que si jamais vous avez 2 volts par exemple en sortie de votre capteur, vous ne savez pas si vous êtes à moins de 10 cm du coup ou à plus de 10 cm. Donc souvent en fait ce genre de capteur déjà, il est utilisé uniquement dans la partie décroissante de la courbe et jamais dans la partie croissante. Donc ça veut dire que vous limitez la plage de fonctionnement de ce capteur. Et puis en plus, une fois qu'on y est, bah, on voit que c'est sacrément non linéaire, donc ça peut introduire des difficultés. Bon après, si vous n'avez pas besoin d'une quantification extrêmement précise, mais juste d'une tendance, en gros, plus la tension est grande et plus ça se rapproche, bah, ça peut être largement suffisant. Deuxième grand volet, donc à part, donc on vient de voir la sensibilité liée à la sensibilité, la linéarité, les domaines d'utilisation. Alors ça pourrait être vrai aussi pour un certain nombre de composants électroniques, sauf que ça prend un peu plus son sens dans le domaine des capteurs, parce que certains capteurs vont être amenés à être soumis à des conditions un peu plus particulières. Par exemple, ça peut être, des capteurs vont être soumis pour certains à des déformations, à des élongations, à des contractions. Pour d'autres, ils vont être soumis à des fortes variations de température, par exemple, des fortes variations d'humidité. C'est des environnements qui sont souvent plus difficiles dans le monde des capteurs que dans le monde des composants électroniques. Donc, ce qu'on va chercher à faire dans un capteur, c'est d'essayer de voir là où il fonctionne le mieux, là où il peut fonctionner, mais les lois sont pas sûres, là où il peut fonctionner, là les lois ne sont plus du tout valides, et on n'en a pas, mais il pourra encore remarcher, et puis là où en fait on l'a complètement détruit. Donc on a 4 domaines que l'on peut définir, et ces domaines sont associés à toutes les grandeurs qui va caractériser ce capteur. Donc ça va être associé aux grandeurs d'entrée, donc de mesurante, ça va être associé aux grandeurs d'influence, au pluriel, puisqu'il peut y avoir plusieurs grandeurs d'influence. Ça peut être aussi associé à la tension, d'alimentation du capteur. Le premier domaine, c'est le domaine nominal. C'est là où vous devez normalement l'utiliser, et c'est là où il fonctionne bien, c'est là où il est caractérisé, c'est même là où il est étalonné souvent quand vous avez une courbe d'étalonnage. Donc c'est le domaine idéal où il faut se placer si on peut s'y placer. Le deuxième domaine, c'est le domaine de non-détérioration. Donc on est en dehors du nominal, vous avez donc des lois qui peuvent être complètement différentes que le domaine nominal, mais vous ne les connaissez pas forcément.
Par contre, si jamais vous revenez après dans le domaine de fonctionnement nominal, il refonctionnera sans problème dans son domaine de fonctionnement nominal. Ensuite, le domaine de non-destruction. Le domaine de non-destruction, c'est un domaine de non-détérioration, mais poussé à l'extrême, c'est-à-dire qu'on va encore au-delà des limites du fonctionnement du capteur. Donc vous n'aurez toujours pas accès à des lois qui sont sûres, des lois de variation, mais par contre, vous aurez un retour dans le domaine nominal qui sera modifié. Ça veut dire que si vous partez du nominal, vous allez dans le domaine de non-destruction et vous revenez dans le domaine nominal, le capteur va refonctionner, mais pas avec les mêmes lois que les lois initiales au domaine nominal. Vous imaginez des déformations de capteur, par exemple, vous l'avez trop étiré, donc il va revenir à peu près dans le domaine nominal, mais il n'aura plus du tout les mêmes lois parce qu'il aura été étiré entre les deux. Donc, le domaine de non-destruction, il y aura toujours fonctionnement du capteur, mais vous n'aurez pas l'assurance qu'il va fonctionner du coup de la même manière que si vous n'aviez jamais été dans ce domaine de non-destruction. Donc en général, on essaye de ne pas y aller, et on essaye bien sûr de rester dans le domaine nominal ou le domaine de non-détérioration. Puis le domaine de destruction, je crois que ça part de lui-même, de toute façon, vous ne pourrez plus l'utiliser. Alors souvent, ces domaines-là, alors soit ils sont donnés donc dans des tableaux, donc en regardant à droite à gauche les variations des grandeurs, soit on peut aussi en donner une représentation graphique s'il n'y a que deux grandeurs. Donc par exemple, si vous avez la grandeur d'influence et le mesurand, bah, vous allez pouvoir délimiter sur ce graphique une zone de fonctionnement nominal au centre en vert, une zone de non-détérioration où on pourra y aller et revenir en vert après sans problème, une zone de non-destruction dans laquelle on pourra aller mais il ne fonctionnera plus pareil, et puis la zone vraiment à proscrire, c'est la zone hachurée en rouge à l'extérieur, donc c'est la zone de destruction. Donc ayez pitié des composants. Enfin, dans les caractéristiques, il y en a deux qui sont que l'on peut rencontrer, mais dont on a l'habitude d'ailleurs finalement de parler en électronique. C'est la bande passante. Jusqu'à présent, donc, quand on a parlé des caractéristiques précédentes, donc à savoir la sensibilité, la linéarité et les domaines de fonctionnement, c'était des études dans un domaine quasi statique. Donc, c'est-à-dire qu'on regarde un mesurant de particulier constant et on regarde comment évolue la sortie. Mais à aucun moment on a dit, bah voilà, qu'est-ce qui se passe si le mesurand il varie au cours du temps. Donc, comme, comme tous les signaux qui nous entourent, qu'ils soient physiques ou d'ailleurs qu'ils soient juste limités au domaine électronique, on peut avoir des signaux qui varient au cours du temps. On peut très bien avoir un mesurand qui, autour d'une valeur constante, va évoluer, ce qu'on va d'abord étudier comme en électronique, avec une variation sinusoïdale, parce que c'est commode, c'est le seul signal qui a une fréquence constante. Donc, si j'ai un mesurand qui varie au cours du temps, eh bien, a priori, la grandeur de sortie électrique, elle va aussi varier au cours du temps, puisqu'elle doit suivre normalement les variations du mesurand. Sauf que elle va suivre les variations du mesurand, mais imaginez que les variations du mesurand soient trop grandes par rapport au temps de réponse de votre système, bah, la sortie elle va avoir du mal à suivre. Donc on va avoir des phénomènes tout à fait analogues à ceux qu'on a vus lors de l'étude des composants électroniques ou des fonctions de l'électronique, donc à savoir qu'on a des réponses en fréquence de vos capteurs qui existent également avec les mêmes notions que la fonction de transfert et puis les diagrammes de Bode que vous avez vus. Donc les fréquences de coupure, les déphasages, etc. Donc la sortie, elle va se mettre sous la forme d'une sortie constante plus une sortie variable qui va faire intervenir une amplitude et un éventuel déphasage. On pourrait du coup étendre la notion de sensibilité statique à la sensibilité dynamique qui va correspondre en fait au rapport de Y sur M autour de M0 en notation complexe. Donc on peut le faire en module et on peut le faire en phase. Exemple, l'accéléromètre ADXL 354, eh bien, il vous donne, en fonction de la fréquence, la grandeur de sortie selon un axe, donc qui évolue, et donc vous voyez donc normalisé ici, et donc vous voyez que bah, elle est constante lorsque la fréquence est faible, et puis il y a un pic, puis ensuite une diminution, ça doit être un ordre 2 ou 3, je ne vais pas regarder la pente exactement, mais c'est un comportement type ordre 2 ou ordre 3. Donc on peut définir une bande passante à moins 3 dB, on peut définir une asymptote, on sait que en dessous de la bande passante à moins 3 dB, du coup la sensibilité sera à peu près constante, donc le signal de sortie sera à peu près constant. Donc ça introduit aussi un domaine d'utilisation du capteur en fréquence. On ne peut pas utiliser n'importe quel capteur pour n'importe quel signal physique qui varie à n'importe quelle fréquence. C'est comme un autre composant électronique finalement, il y a quand même cette information sur la fréquence qu'il faut absolument connaître et puis maîtriser et puis en être conscient.
Si on parle de bande passante, eh bien, on peut aussi parler de l'inverse de la bande passante, entre guillemets, c'est-à-dire le temps de réponse. C'est que s'il y a un déphasage, par exemple, dans un composant, c'est que le composant, il ne va pas varier aussi vite que ce que vous voudriez. Donc du coup, comme on a fait dans le cas des composants de l'électronique ou dans le cas des quadripôles, eh bien, votre capteur, il a aussi, ou en tout cas, il peut avoir un temps de réponse lié à une variation rapide du mesurand. Donc on peut le caractériser avec un régime transitoire, donc une variation brutale du mesurand en entrée. Vous regardez quelle est la variation de la réponse de votre capteur. Exemple, une photodiode, la photodiode, elle a un temps de montée et un temps de descente. Donc si vous lui mettez un échelon, une impulsion lumineuse sur la photodiode, elle va mettre un certain temps à réagir et puis elle va mettre un certain temps à revenir à zéro. C'est donné dans les datasheets, comme vous en avez l'habitude. Donc on a vu quand même pas mal de caractéristiques. Ces dernières caractéristiques, je pense, sont plus connues de votre part, puisque de toute manière, c'est quand même des caractéristiques essentielles à l'électronicien. C'est peut-être plus le début qui est un peu plus original, donc avec et plus nouveau, avec la partie de sensibilité et la partie de linéarité. Donc après, il nous reste à voir quoi? Qu'est-ce qu'on fait maintenant d'un signal lorsqu'il est issu du capteur? Avant de parler juste de ce conditionnement, donc qu'est-ce qu'on en fait? Dans certains cas, pour être sûr de la manière dont on va réaliser le conditionnement, on a besoin de connaître les lois exactes du capteur particulier et non pas de la famille de capteurs. Pensez par exemple aux résistances. Si vous prenez une résistance soi-disant à 1 kg, peut-être qu'elle ne fera pas 1 kg, mais elle fera 1,1 kg ou 0,98 kg. Là, l'objectif de l'étalonnage, c'est de préparer justement le conditionnement du capteur et de connaître parfaitement quelle est la courbe de la réponse de sortie pour votre capteur en fonction des grandeurs d'entrée. Donc, ça va vous permettre plein de choses, ça va vous permettre de dimensionner finement les circuits qui vont suivre après pour analyser votre variation de grandeur. Ça va vous permettre aussi éventuellement de pouvoir préparer des éventuelles corrections à appliquer sur des lois physiques, soit parce que c'est pas linéaire, soit parce qu'en fait vous avez des transformations à appliquer pour extraire l'information qui vous intéresse. Et donc ça, c'est la première étape qu'il faut avoir quand vous voulez vraiment faire quelque chose de précis. Après, si vous n'avez pas une précision, un besoin de précision si extrême, vous pouvez vous contenter de la loi qui est donnée typique dans les composants. Mais c'est assez courant dans le monde des capteurs de demander un étalonnage ou de le réaliser soi-même avec des bancs de mesure bien particuliers. Mais souvent, ça nécessite une infrastructure un petit peu compliquée parce qu'il faut maîtriser les grandeurs d'influence, il faut bien maîtriser le mesurand et la valeur qu'on est censé obtenir en sortie, parce que si jamais vous faites des incertitudes qui sont plus grandes que ce que vous mesurez, en fait, votre étalonnage il tombe à l'eau. Donc il y a des organismes qui, soit les constructeurs peuvent les étalonner, soit des organismes externes peuvent vous certifier donc l'étalonnage de tel appareil dans telles conditions. Une fois que vous avez ça, normalement vous êtes prêt justement pour réaliser les circuits qui viennent après, et donc pour pouvoir dimensionner les circuits qui vont vous permettre de transformer les signaux comme vous le voulez, de manière ensuite à pouvoir les acquérir avec un système analogique ou numérique.